Bonsoir à tous. Pour ouvrir cette table ronde sur l'entrepreneuriat au féminin, Madame Chanès Kérouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, cher Olivier. Merci d'être toujours présent, puisque un certain nombre d'entre vous étaient déjà là à l'inauguration de notre village des solutions de demain, donc je les en remercie. C'est pareil pour le vice-président délégué à l'attractivité et à l'économie sociale et solidaire, cher Anthony. Évidemment, également pour notre conseiller départemental délégué à la jeunesse, cher Lionel Adam, mesdames et messieurs les élus, si j'en ai oublié. Je salue nos partenaires, mesdames et messieurs, les représentants de nos partenaires. Alors, la région Grand Est, je ne sais pas si on a quelqu'un qui représente la région Grand Est, mais qui est partenaire en tout cas du village des solutions de demain, la Fondation Massif, la Maïf, l'Université de Lorraine, la Crèce Grand Est, France Active Lorraine, Lorraine Mouvement Associatif, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Mesdames et messieurs les intervenantes de la table ronde, Nathalie Prieur, Marie-Pierre Dardenne, Aurore Battle, Séverine Leloarne Lemaire, j'ai réussi, j'espère. Mesdames et messieurs les représentants des associations, nous avons aussi toutes nos équipes du département présentes. Merci à vous, notamment celles qui étaient en première ligne pour organiser le village des solutions de demain et la conférence de ce soir qui sera animée par notre partenaire Alternative Économique. C'est une première pour cette 4e édition 2025. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir donc au sein du conseil départemental. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'est votre maison, la maison commune dans le cadre du village des solutions de demain, la 4e édition. Le rendez-vous des acteurs, je le disais tout à l'heure, de l'économie sociale et solidaire et des entrepreneurs engagés de Meurthe-et-Moselle. Un village, vous le savez, je le redis, le réitère, qui met en lumière l'ESS comme une économie à part entière et non à part. Une économie plus humaine, plus vertueuse, plus responsable et solidairement ancrée dans nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Je le rappelais tout à l'heure lors du temps inaugural, depuis 2008, le département de Meurthe-et-Moselle a inscrit au cœur de ses politiques publiques l'économie sociale et solidaire et les valeurs qu'elle porte, la transition écologique, l'innovation sociale, les solidarités, la résilience. Aujourd'hui, ce sont plus de 2000 structures et plus de 30 000 emplois, ça a été rappelé, qui font vivre cette économie dans notre département. À travers le village des solutions de demain, nous souhaitons valoriser les femmes et les hommes qui inventent de nouvelles manières d'entreprendre, de consommer, de produire et surtout de vivre ensemble autrement. Mais ce village, c'est aussi une manière d'affirmer notre confiance en la jeunesse. Cette jeunesse qui invente, qui expérimente, qui ne se résigne pas, malgré les difficultés, malgré les enjeux. Cette jeunesse qui, par son engagement, contrairement à ce que l'on dit, et sa créativité, dessinera le monde de demain. Faites mieux. Ici, au village des solutions de demain, nous voulons croire à l'ESS, en l'ESS, aux acteurs engagés, à leur capacité d'innover, à entreprendre autrement, à bâtir une économie plus juste et plus durable. Et c'est justement dans cet esprit que nous proposons ce soir une table ronde consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Car parler de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi parler d'un modèle qui donne toute sa place aux femmes, à leur créativité, à leur engagement et à leur manière de transformer l'économie. L'ESS est un cadre d'action et d'émancipation qui permet aux femmes d'entreprendre autrement. C'est un modèle où la coopération prime sur la compétition qui écrase, où la réussite se mesure à l'impact humain autant qu'au résultat économique, où les valeurs de partage, d'écoute et de solidarité sont au cœur du projet. Dans un monde encore marqué trop souvent par les inégalités de genre, l'ESS offre un espace d'équité et de confiance où les femmes peuvent
oser créer, oser diriger, oser innover. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Les femmes représentent 68% des salariés dans l'ESS contre 42% dans l'économie classique. Ce chiffre peut même atteindre 80% dans certains secteurs comme les mutuelles de santé ou les associations d'aide à domicile. 57% des postes cadres dans l'ESS sont occupés par des femmes contre 36% dans l'économie classique. Environ 40% des postes de direction ou membres des conseils d'administration dans l'ESS sont assurés par des femmes contre seulement 26% dans l'économie traditionnelle. Dernier chiffre, les femmes n'occupent que 6,25% des postes de présidence ou de direction générale au sein d'entreprises du CAC 40. Il a d'ailleurs fallu attendre 2016 pour avoir la première femme à la tête d'une entreprise du CAC 40, Isabelle Kocher, à la tête d'Engie. Alors, je n'ai pas de données comparables concernant l'économie sociale et solidaire, mais je crois quand même qu'il reste encore des freins qui empêchent des femmes d'atteindre les plus hautes fonctions de direction, les plus hautes fonctions de présidence. Alors, il ne s'agit pas, vous l'aurez compris, d'opposer l'ESS et l'économie dite classique, mais de démontrer comment l'économie sociale et solidaire s'est emparée plus fortement de la question de l'égalité femmes-hommes et comment elle peut sans doute inspirer l'économie dans sa globalité. Pour cela, je pense qu'il y a nécessité de valoriser encore et encore plus fortement l'économie sociale et solidaire. Et justement, les intervenants de cette table ronde partageront leur expérience, leur analyse et leurs conseils issus de leur parcours professionnel. À travers leur parcours, ces femmes entrepreneurs inspirent et transforment. Elles démontrent que l'on peut être ambitieuse et solidaire, innovante, dirigeante et attentive à l'humain. Elles démontreront surtout qu'en tant que femmes, nous n'avons pas à rester dans l'ombre, mais que nous avons toute notre place à prendre. Encore faut-il, il y a encore du chemin, déconstruire certains préjugés, des assignations de genre issues de notre société patriarcale. Je souhaiterais partager avec vous des propos de Marie Curie qui, à la question posée, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui l'a posée. Non, ça peut être une femme. Quel effet cela fait-il d'être mariée à un grand savant? Elle répondit: « Vous n'avez qu'à demander à mon mari. » Alors ce soir, nous aurons ainsi le plaisir d'entendre 4 femmes inspirantes qui incarnent chacune à leur manière cette force et cette détermination. Merci à Nathalie, à Marie-Pierre, à Aurore, à Séverine pour votre présence. Je laisserai Alternative économique, partenaire et animateur de l'événement, vous présenter plus amplement les portraits de nos intervenantes. À travers vos témoignages, nous souhaitons également donner aux femmes, aux jeunes filles, confiance en elles et leur dire que justement, vous avez toute votre place pour bâtir la société d'aujourd'hui et de demain. Alors, n'hésitez pas, prenez-la. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Audrey Fisnécor, journaliste à Alternative économique, et je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour cette table ronde consacrée à un sujet aussi actuel qu'essentiel, l'entrepreneuriat au féminin. Alors ces dernières années, le monde du travail a connu des avancées.
des quotas dans les comités exécutifs et dans les comités de direction, un index égalité femmes-hommes, ou alors une meilleure prise en considération des violences sexistes et sexuelles, notamment avec le mouvement MeToo. Indéniablement, ce sont des progrès. Pourtant, l'égalité stricte entre les femmes et les hommes dans le monde du travail n'est toujours pas atteinte, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprendre, de diriger ou encore d'accéder à des financements. Alors ce soir, je vous propose de poser quelques questions. Qu'est-ce que cela signifie d'entreprendre lorsqu'on est une femme? Quels sont les freins? Quels sont les leviers que l'on peut activer? Est-ce que certains modèles sont plus vertueux que d'autres? Le monde de l'économie sociale et solidaire en est-il un? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'être entourée de femmes au parcours complémentaire, si je puis dire. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Prieur. Vous êtes fondatrice de Simply for Good, conseil en mécénat d'entreprise. Merci d'être avec nous. Séverine Leloarn, vous êtes professeure en sciences de gestion, titulaire de la chaire de recherche Femmes et Renouveau économique, et vous avez aussi la casquette de présidente de l'incubateur Les Premières en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous. Aurore Battleux, vous êtes fondatrice de l'agence de production audiovisuelle Arimedia. Merci pour votre présence. Et Marie-Pierre Dardenne, fondatrice de l'agence événementielle Curionomie. Merci également. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et peut-être de commencer par peut-être une présentation de vos parcours à chacune. Marie-Pierre, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née votre entreprise ? Oui, elle est née tardivement pour moi, puisque j'ai créé mon entreprise à l'âge de 53 ans. Donc, autant dire que j'avais un parcours professionnel derrière moi. Je faisais du conseil dans l'accompagnement et le financement de projets de création d'entreprise, justement. Et j'ai encouragé beaucoup de jeunes et de moins jeunes, de femmes et d'hommes à aller vers l'entrepreneuriat. Il se trouve que l'entreprise qui m'embauchait a été en liquidation judiciaire. Et donc, grande question pour moi, au bout de 30 ans passés au sein de cette structure, me suis posé la question, j'étais pas du tout prédestinée à entreprendre en fait, et c'est la reconversion professionnelle qui m'a amenée vers là. J'ai fait un bilan de compétences et qui a révélé chez moi deux principaux aspects. Un, que c'était peut-être à mon tour de créer ou de reprendre une entreprise, et deux, que j'avais une appétence particulière pour l'organisation d'événements, le métier de l'événementiel. D'où la création donc de la SARL Curionomie, qui est une agence événementielle que j'ai fondée en septembre 2020. C'est une agence événementielle qui a un statut de SARL, donc structure de l'économie dite plus classique. Donc je ne fais pas à ce titre partie de l'économie sociale et solidaire, mais je me considère comme une femme entrepreneur engagée, et notamment engagée sur le territoire, puisque la singularité de mon agence événementielle est de pouvoir révéler toutes les richesses d'un territoire et de combiner en fait l'événement, qu'il soit sous forme de séminaires de cohésion d'équipe, de journées détente, de journées de rencontres avec des clients, avec la découverte du territoire, et rendre fiers les collaborateurs qui habitent, qui travaillent sur le territoire, de redécouvrir leur terrain de jeu, les acteurs qui les entourent, que ce soit des acteurs du milieu culturel, patrimonial, artistique, artisanal. Toutes les initiatives entrepreneuriales m'intéressent. Je passe beaucoup de temps à aller dénicher en fait tous les talents, les parcours, les acteurs, pour pouvoir créer des partenariats et les intégrer dans les événements que je propose. Voilà ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, et voilà ce qui m'anime depuis 5 ans, avec beaucoup de plaisir. Merci. Donc finalement un chemin vers l'entrepreneuriat un peu tardif.
Aurore, vous, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire? Comment vous êtes arrivé à diriger votre entreprise? Alors moi, ça s'est fait en 2 temps, voire même en 3 temps en réalité, parce que quand j'ai fini mes études, je les ai finies par une année d'alternance. Donc j'ai été technicienne dans la vidéo, je faisais du montage et j'ai été la première salariée d'une agence qui se lançait. Donc j'ai pu suivre de l'intérieur les coulisses de ce que c'est qu'une entreprise qui se lance et qui grandit. Il se trouve qu'en plus, c'est une femme qui a lancé cette agence, qu'elle était seule, sans associé, et que c'était quand même quelque chose d'assez rare dans le milieu de la vidéo, qui est aussi un peu le milieu du cinéma et de la télévision. Une femme productrice à la tête de son entreprise, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans, c'était quand même assez rare. Donc ça a été mon premier mini pas dans l'entrepreneuriat, même si moi j'étais pas entrepreneuse. Ensuite, je me suis lancée en tant que freelance. C'est quelque chose, du coup, dans mon secteur, être freelance, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Donc, voilà, c'était pas un grand saut c'était un saut dans le vide, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez accepté dans mon secteur. Et puis, donc, j'ai été freelance pendant 7 ans. Et puis ensuite, j'ai lancé mon agence. Pour moi, l'entrepreneuriat a vraiment commencé là. Parce que, pour moi, c'était vraiment monter une équipe qui m'intéressait. C'était, j'avais vraiment envie de créer un groupe, de le fédérer et de lui donner envie de porter l'entreprise, quoi. C'était vraiment cette idée-là. Donc, quand j'ai lancé mon agence, c'était tout de suite pour recruter assez rapidement. Et puis la deuxième raison qui est plus liée à moi et mon métier, c'est que donc je faisais de la post-production, donc je récupérais des projets en bout de chaîne et j'en avais un petit peu marre de récupérer des projets qui n'étaient pas toujours très bien ficelés, et donc j'avais vraiment envie d'accompagner les clients de A à Z et de les avoir en direct. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai lancé mon agence. Vous parlez d'accompagner les clients. Je me tourne vers vous, Nathalie, parce que c'est aussi quelque chose qui, je crois, vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience de l'entrepreneuriat? Bonsoir. Donc, comme Marie-Pierre, c'est venu très tardivement pour moi. J'ai lancé Simply for Good il y a 3 ans, avec la volonté d'aider les entreprises à s'engager toujours plus et toujours mieux en faveur de causes d'intérêt général. Donc, c'est un accompagnement sur leur stratégie mécénat, et c'est faire en sorte que cet engagement il soit à la fois porteur de sens pour les entreprises et aussi pour les territoires. Et avant Simply for Good, j'ai travaillé pendant 25 ans en entreprise. Et dans ces entreprises, je pilotais la communication et le mécénat. Donc, c'est très aligné avec ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai décidé de quitter le mécénat, quitter le salariat, ça se termine de la même façon, mais pas la même chose. Quand j'ai quitté le salariat, je l'ai fait non pas pour quitter le salariat, mais vraiment en me disant j'ai envie de me lever le matin et de me dire que je vais vers ce qui me porte. Et ce qui me porte, c'est comment je vais contribuer à ma façon et à mon niveau à un monde un petit peu plus solidaire, un petit peu plus équitable, un petit peu plus durable, et de le faire du côté que je connais le mieux, c'est-à-dire celui des entreprises, puisque c'est de là que je viens. Et aujourd'hui, en France, il y a 9% des entreprises qui sont engagées dans le mécénat. Et dans la région Grand Est, c'est 8%. Donc, ça donne la mesure du chemin à accomplir. Et c'est vraiment là que j'ai envie de me positionner. Et il y a 3 ans, c'était déjà 9%. C'est encore 9% aujourd'hui, mais le périmètre des entreprises a grandi. Donc, il y a beaucoup plus d'entreprises mécènes, mais on reste quand même à un chiffre qui est assez faible. Donc, il y a beaucoup de travail pour les engager dans les causes d'intérêt général.
Alors, vous avez la particularité avec le mécénat de voir tout type d'entreprise. Est-ce que vous voyez des particularités? Est-ce que diriger, c'est fait de manière plus égalitaire, par exemple, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire que dans des entreprises dites classiques? Alors, Simply for Good n'est pas une ESS non Mm. plus, mais c'est vrai que j'évolue dans cet univers des deux côtés, puisque du côté des entreprises, je travaille beaucoup avec les fondations d'entreprises, et de l'autre côté avec les associations, et c'est un univers qui est très féminin. Donc, les déléguées générales de fondations sont souvent des femmes, directrices du mécénat en entreprise aussi sont souvent des femmes. Dans les associations, beaucoup de directrices et de responsables du mécénat aussi, et de directrices d'associations. Donc c'est très féminin, c'est très positif, c'est les chiffres que vous avez évoqués. Mais quand on en vient à dans quelles mains sont les décisions prises d'un point de vue stratégique et budgétaire, là on s'aperçoit qu'elles sont souvent entre les mains des hommes, avec sans généraliser, mais quand même assez régulièrement, une orientation qui est plus portée sur le retour sur investissement financier que sur le retour sur investissement social. Donc beaucoup de femmes, mais il en manque encore là où on prend les décisions et on fait bouger les lignes budgétaires. Ouais. Séverine, avec votre regard de chercheuse et avec votre analyse, est-ce que vous voyez des spécificités pour l'entrepreneuriat au féminin? Et peut-être pour poursuivre ce que disait Nathalie, est-ce que vous voyez des spécificités aussi quant au monde de l'économie sociale et solidaire? Alors bonsoir. Pardon. J'ai 3 minutes, hein, c'est ça? Ok. En fait, on sait que l'intention entrepreneuriale, c'est 3 facteurs, de manière générale. Premier facteur, c'est la norme sociale, c'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, c'est drôlement bien que l'on doit créer des entreprises, c'est vachement bien, c'est dans l'air du temps, etc. » Et puis, il y a un deuxième facteur, c'est « Il faut que je sois convaincue que ce soit une belle carrière pour moi. » Un truc intéressant. Si je dis bah non, bah finalement être chercheur c'est pourri, c'est pas bien, etc. Bah il n'y a pas de chance que je serai chercheur. Voilà. Là c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Et puis le troisième critère, c'est qu'il faut que j'ai le truc qui me dise oh je me sens capable de le faire. Bon, vous me voyez venir. On a ces trois, c'est valable pour des hommes, pour des femmes. Enfin en gros c'est un modèle général. Après on sait qu'on a un truc, c'est que l'intention entrepreneuriale, elle est surtout forte en France, mais également dans d'autres pays dits développés, capitalistes, tout ce que vous voulez. On sait qu'on a toujours la même chose, c'est que si on a autour de nous une personne qui a été entrepreneur, même au sens le plus large du terme, un médecin, un infirmier, une infirmière, etc., et ben fatalement, on aura plus dans notre ADN cette propension à créer une entreprise, parce qu'on verra que ça fonctionne, parce qu'on verra que y a pas de risque, parce que etc. Donc il y a ce truc-là. Donc ce qui fait que quand on doit créer une entreprise, généralement, je sais pas, ici on n'a pas, c'est à vous de faire, Audrey, de poser la question si vous la jugez pertinente, mais est-ce que dans votre famille il y avait ou dans votre entourage proche quelqu'un qui a créé son entreprise? Ça peut être des amis, ça peut être en tout cas quelqu'un de proche. Alors derrière à ce jeu-là, les femmes, alors on a les premières recherches à date des années 70, ça bouge pas trop, on commence à avoir pas mal de connaissances au sujet. Et à ce jeu-là, on sait que les femmes, elles ont 5 enjeux. On appelle ça les 5 M. Je suis prof, retenez ça, 5 M, voilà. Le premier enjeu, c'est le M de maternité. Ça ne veut pas dire spécialement, n'oubliez pas qu'il y a la société quand même, quoi qu'on en dise, un peu genrée. Je suis maman. Quand mon fils est malade à l'école, même encore maintenant, devinez qui on appelle maman, sauf que maman ne répond pas parce qu'elle est en cours, hein, voilà. Donc ils appellent papa après. Mais on va dire que dans la société, il y a un réflexe qui se passe comme ça, y compris des femmes peuvent avoir ce réflexe-là. Voilà, bon, ok. Donc la question de la maternité, puis la question de comment on va faire. En France, on est bien lotis, parce qu'on a des systèmes de garde d'enfants, et c'est quand même plutôt pas si mal fichu que ça. Si vous êtes en Allemagne, c'est un peu la galère.
Si vous êtes aux US, c'est carrément la galère. Si vous êtes en Angleterre, si vous avez des gros salaires, ça va. On n'a pas le problème lorsqu'on est dans les pays du MENA parce que les structures familiales sont différentes. Donc ça dépend aussi des structures familiales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les marchés. Le M de marché. Socialement parlant, les femmes, lorsque le capitalisme est né, on va dire, à la fin du 18e, on n'a pas le temps de venir, je sais que je suis vite, en fait, on s'est mis sur les métiers du care, les métiers du soin. Donc, fatalement, on est sur des métiers de service où les économies d'échelle, on ne peut pas marger comme des malades. Si vous êtes une infirmière, si vous êtes dans l'accompagnement, les gains de productivité, je sais pas, je vous imagine accompagner quelqu'un, allez hop, pour que je sois rentable à 70%, je vais vous accompagner que 3 minutes sur l'heure. Voilà. Bon. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, on est sur des métiers qui margent moins en comparaison avec d'autres métiers que d'autres hommes, peut-être, prendraient. Troisième critère, monnaie. Alors, monnaie, ça fonctionne surtout pour les startups. Startups, alors figurez-vous qu'on fait mieux que les US. Les US, pour 100, allez, on va dire 100 $ levés, ou 100 millions de dollars, si vous voulez des gros chiffres levés, les femmes ne récupèrent que 2%. Et nous, on fait mieux, on fait 2,6. Ah bah si, quand même. Donc ça, c'était les sources du collectif Sista. Donc, ce qui fait que, vous voyez, sur certains, ça, c'est pas spécialement lié aux femmes, mais c'est la croyance, il y a plein de stéréotypes derrière. J'ai pas le temps de développer. Si vous avez des questions, pour en parler. Et puis, il y a derrière deux autres critères. Le macro. Quand il y a une crise économique, et comme par hasard, c'est cool qu'il y a des élus ici. Comme par hasard, le problème de la femme, il faut relancer l'économie. Tous les fonds qui ont été alloués pour accompagner les femmes, l'égalité, etc., ça devient moins prioritaire. Vous voyez, et ça ne se vérifie pas qu'en France. Ce n'est pas un petit clin d'œil pour la France, c'est juste un truc. On voit avec les pays de l'OCDE, en gros, voilà. Et le dernier, c'est le méso, c'est l'accompagnement, l'intermédiaire. Et on en reviendra par la suite. Donc, je voudrais simplement j'étais trop longue. Donc, Non, c'était très bien. On va creuser sur le point des difficultés justement et des freins que peuvent rencontrer les femmes qui entreprennent. On va peut-être se baser justement sur les témoignages de nos dirigeantes de la table ronde. Marie-Pierre, vous avez aussi accompagné à la création d'entreprises pendant 30 ans, je crois. Est-ce que vous avez identifié des obstacles particuliers que rencontraient les femmes, ou même vous, dans votre expérience de dirigeante? Dans mon expérience d'accompagnement, c'est vrai que il était quand même souvent question d'une difficulté d'accès au financement, malgré qu'il y ait plein d'outils qui existent. Je vois les représentants de France Active. Moi-même, j'étais directrice d'une plateforme de prêt d'honneur, une plateforme d'initiative locale, Réseau Entreprendre. Il y a des tas de systèmes de financement, mais pour les femmes, ça semblait quand même un peu plus compliqué. Et moi, la remarque qui m'interpellait assez régulièrement, c'est que j'avais souvent le témoignage de femmes qui allaient chercher un prêt bancaire et qui revenaient en me racontant que la première question du banquier, c'était ce que faisait le mari, quelle était la profession du conjoint. Donc voilà, on n'est quand même pas tout à fait logé à la même enseigne. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai rencontré des freins à la création. J'ai même plutôt assez bien utilisé tous les conseils que j'avais pu donner. Donc, je suis allée chercher les financements nécessaires. Et en fait, il faut quand même savoir une chose, c'est que quand on regarde le baromètre de BPI France, il y a une forte corrélation entre les moyens financiers qui sont mis au démarrage d'une entreprise et le niveau de chiffre d'affaires qu'on atteint à 3 ans. Et si ma mémoire est bonne, sur 100 femmes qui créent une entreprise, il y en a 46 qui créent avec moins de 1 000 € en poche. Et
elles génèrent pour 26% d'entre elles moins de 15 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 3 ans. On ne peut pas dire que ce sont des entreprises viables et rentables. Et donc, il y a une corrélation entre les moyens financiers qu'on met au départ et le développement de l'entreprise. Moi, je n'avais pas de gros besoins en tant qu'agence événementielle, société de services. Il y a pas beaucoup de matériel, il n'y a pas beaucoup de stock, mais j'ai su qu'il fallait démarrer avec des capitaux au départ et aller chercher les financements qu'on n'avait pas. Donc, le parcours un peu idéal, je dirais, c'est si on peut amener quelques euros dans son capital, c'est bien. Et ensuite, on va chercher un prêt d'honneur qui permet d'aller lever un prêt bancaire qui peut être garanti par France Active. Et ça, faut vraiment le faire. Faut vraiment pouvoir se dire que une société qui démarre doit pouvoir vivre, même si elle ne génère pas de chiffre d'affaires pendant 6 mois, voire pendant 12 mois, voire pendant 18 mois. Je sais ce qu'il en est. J'ai créé en plein Covid en septembre 2020. Il a fallu attendre assez longtemps pour dégager du chiffre d'affaires et des bénéfices, et heureusement que j'avais ce capital de départ. Et donc oui, le frein financier existe à mon avis toujours. Il faut vraiment pouvoir utiliser tous les outils qui sont à disposition pour créer dans de bonnes conditions. Après les freins, j'en ai d'autres. Enfin, j'ai pas eu celui-là, mais en fait, je pense qu'on est quand même assez nombreuses à avoir le même. C'est se rendre. Le frein, il a en fait surtout moi-même. C'est est-ce que je suis légitime pour créer? Moi, j'avais plutôt exercé au niveau second. J'étais plutôt une femme de l'ombre, et donc je n'avais jamais vraiment été en première ligne. Donc, est-ce que je suis bien légitime à endosser le statut de femme entrepreneur, surtout dans un métier que je ne connaissais pas, puisque j'apprends mon métier en le faisant. Et puis la charge mentale, comme Séverine le racontait, il y a une charge mentale chez les femmes qui est peut-être un peu plus lourde à porter que chez les hommes, et qu'il faut être à la fois femme entrepreneur, mais également experte dans sa vie familiale, dans sa vie de mère, dans sa vie de conjointe, dans sa vie sociale, voilà. Et ça, c'est assez c'est un poids. Enfin, on a un sac à dos qui est quand même assez lourd. Et donc, il faut pouvoir se dire que on n'est pas obligé d'être parfaite. Et ça, quand on a toujours appris, quand on a toujours été drivé avec le soi parfaite fait plaisir, apprendre à ne pas l'être, c'est compliqué en fait. Et le frein, c'est surtout les freins qu'on se donne. Moi, je pourrais en développer d'autres, mais je ne veux pas monopoliser la parole. On voit le poids des stéréotypes de genre, et c'est vrai que c'est important de pouvoir lutter contre parfois une autocensure qu'on peut se mettre à nous-mêmes. J'aimerais juste qu'on revienne peut-être sur le financement. Aurore, vous aussi, vous avez rencontré des difficultés quant à l'accès aux fonds. Oui, alors j'aurais bien aimé connaître Marie-Pierre quand j'ai lancé mon agence. Ouais, en fait, j'ai rencontré 3 gros freins, enfin 3 problèmes principaux qui ont fait que je n'ai pas eu de financement. Alors bon, de moi-même, je ne souhaitais pas faire un prêt bancaire. J'ai préféré du coup amener moi-même le financement de mon agence, parce que comme Marie-Pierre, j'avais pas besoin d'un gros financement. Donc je l'ai fait moi-même, mais j'ai quand même été regarder un petit peu dans les prêts d'honneur, il y a aussi des prix. Voilà, on peut trouver des financements, et en fait, je me suis heurtée à 3 problèmes. Le premier, c'est que c'est souvent des prix et des prêts d'honneur pour des entreprises dans l'innovation, ou qui apportent une innovation, ce qui n'était pas mon cas. On n'a pas créé un logiciel particulier de montage, ou on n'a pas créé une nouvelle caméra, ou voilà. Donc je n'avais pas d'innovation particulière. Le deuxième, c'est que j'avais plus de 30 ans. Et que souvent c'est pour les jeunes. Et on est jeune après 30 ans. Enfin, oui, bien sûr, évidemment, mais ouais, j'ai été heurtée, à cause de mon âge, et
Et enfin, Ça fait réagir l'âge. ça fait réagir. Et le troisième, et qui est le plus gros problème, c'est que la plupart de ces prêts, de ces prix, sont pour les entreprises qui se lancent, donc les entreprises de moins de 3 ans. Or, moi, j'ai été freelance avant. Et dès lors qu'on met le pied dans la case, dès lors qu'on coche la case entrepreneuriat, peu importe qu'on change de statut, qu'on soit auto-entrepreneur, puis après qu'on monte une SAS, qui a été mon cas. J'ai changé plusieurs fois de statut, mais je recommence pas à zéro. Donc le zéro, c'était quand je me suis lancée en freelance. Et donc je n'ai pas trouvé de financement ou de prêt à ce moment-là. Et juste, je me permets une petite remarque. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, ce troisième problème des 3 ans, je trouve ça assez dommage parce que finalement, les entreprises, donc la mienne a 8 ans, et 40% des entreprises ferment au bout de 3 ans. Et dans les 60% qui restent, il y en a 50% qui ferment au bout de 5 ans. Donc finalement, c'est une question, est-ce que c'est pas finalement à cette période-là qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce et de pouvoir aller chercher de nouveaux financements pour pouvoir continuer à sa croissance et à se développer. Voilà. Oui, c'est une réflexion intéressante, effectivement. Nathalie, vous, est-ce que vous avez connu d'autres freins dans votre expérience de dirigeante? Alors, j'ai la chance d'être dans un environnement où être une femme n'est pas un frein, puisqu'il y a énormément de femmes. Et j'étais comme Aurore et Marie-Pierre, c'est-à-dire je n'avais pas besoin d'un capital important au démarrage, puisque je fais de la prestation de conseil. Cependant, on n'est pas dans la partie recommandation de la fin de la table ronde, mais important quand même de se dire qu'on ne part pas sans être en sécurité financière quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est important, même si on n'a pas besoin d'un capital pour avancer. Les freins que je vois sont des freins liés effectivement au genre. Choisir l'entrepreneuriat quand on est une femme, alors quand on est un homme aussi, c'est le choix d'une certaine définition de la liberté, mais c'est aussi beaucoup de défis. Et dans ceux qui sont, me semble-t-il, assez féminins et que j'ai rencontrés et que je rencontre encore, il y en a beaucoup, mais je vais en citer 4. Le premier, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'on a tendance à négliger dans son parcours, qu'on soit jeune ou moins jeune, l'importance du réseau pour aller challenger son projet entrepreneurial, pour trouver des clients, des partenaires, pour avoir du soutien. Et c'est une capacité que visiblement les hommes ont plus naturellement de se créer un réseau tout au long de la vie, un réseau professionnel et personnel. Le deuxième frein que j'ai rencontré, qui m'arrive encore de rencontrer, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, même avec un long parcours, il n'en reste pas moins que quand on est entrepreneur, on est commercial, on est la communicante de son entreprise, H24, on est dans l'activité qu'on fait, on est gestionnaire, donc on a de multiples raisons de se remettre en question. Un autre frein, c'est le commercial, justement. Ça, c'est pas très féminin. Il y a des femmes qui sont très fortes pour faire de la vente, mais beaucoup de celles que je rencontre, avec lesquelles j'échange, ont cette difficulté de se vendre et de vendre leur activité. Et puis, le dernier que je pourrais citer, même s'il y en a pléthore, assez féminin, c'est le perfectionnisme. Et donc ça, c'est plus qu'un frein, ça peut vraiment stopper, c'est-à-dire se mettre en posture de procrastinatrice. Et donc j'essaie très personnel, mais j'essaie de plutôt chercher l'exigence, c'est-à-dire ni la perfection qui n'existe pas, on a chacun une définition différente de ce qui est parfait, ni l'excellence. Je trouve qu'entre l'excellence et l'exigence, il y a ces fameux 10-20% qu'on est les seuls à voir, mais qui nous aura demandé un temps monstrueux pour arriver à obtenir 100% de ce qu'on voulait faire. Donc voilà. Et puis, quand j'ai des moments de doute qui arrivent encore, j'essaie de repenser à cette phrase d'un grand philosophe et des initiés
comprendront, qui est « Oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. » Et honnêtement, ça marche. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ancre ça dans ma tête, que je mets cette phrase dans ma tête, ça me recadre et ça me permet d'avancer avec détermination et humour. Et ça aide vraiment ce genre de grand philosophe. Merci Jean-Claude. Vous avez évoqué comme l'un des freins le réseau professionnel. Ça me permet de faire un zoom sur les réseaux professionnels et je me tourne vers Séverine parce que vous avez aussi cette casquette de présidente de l'incubateur Les Premières. Est-ce que les réseaux professionnels, ça peut justement permettre de lever les freins? Quel rôle en fait ça peut jouer dans l'entrepreneuriat au féminin? En fait, ça fonctionne. En fait, c'est super compliqué de rebondir après. T'as pris même ton truc de recherche, tu plombes l'ambiance là d'un coup. Bon, ça va, vous dormez pas? Vous êtes encore vivant? Ok. En fait, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que, vous savez, mon modèle des 5M, enfin, c'est pas le mien, c'est celui de Candy Brush. Mais bon, bref. Quand on dit il y a un problème avec la question de la notion de maternité, de ce fameux sac à dos dont parlait Marie-Pierre. Ça a des impacts sur nous au quotidien. Et ce qui fait que lorsqu'on pense à « je veux créer ma boîte, je veux que ma boîte fonctionne », quel que soit l'objectif qu'on se donne, c'est-à-dire soit un objectif de rentabilité, de croissance, etc. Mais en tout cas que ça fonctionne, il y a quand même un truc qu'on oublie, c'est deux choses. La première chose, c'est la question du réseau. On s'est rendu compte que les femmes et les hommes, c'est un peu caricatural. On avait fait une étude avec la chaire avec Réseau Entreprendre. Et on s'était rendu compte que, mesdames, c'était... Alors oui, je vais aller dans ce réseau-là, mais dans un objectif... Tout est timé. Donc, je vais y aller de telle heure à telle heure. J'y vais pour tel objectif. J'y vais pour avoir telle chose. Si j'ai pas ce truc-là, alors ça veut pas dire qu'elle s'implique pas dans le réseau, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a un objectif prémédité. Puis, messieurs, c'était « Oh, vous savez, je sais pas vraiment si je sais bien utiliser mes réseaux. » Et puis là, il sortait pratiquement sa carte, son portefeuille. Et là, vous avez toutes les cartes de visite qui tombent et tous les réseaux, etc. Et il y avait une logique, une posture de don contre don. Le don contre don, ça veut dire, ouais, ça se trouve, j'ai te consacré 2 heures, ça me servira pas tout de suite, mais quand j'en aurai besoin, ça me servira. Et donc, on a ces postures qui ont été quelque part un peu confortées par plein de modèles sociologiques, c'est-à-dire la pression du temps qui fait que, ouais, on va pas faire ça parce qu'on va calculer, etc., parce qu'il y a le gamin à aller chercher, parce qu'il y a truc à faire, parce qu'il y a des parents, machin, etc. Et puis, il y a un autre point sur lequel le réseau est utile. Réseau Entreprendre m'a appris un truc. Et nous, on l'applique aussi dans le cadre... Alors moi, ce n'est pas un réseau que je gère, c'est un incubateur. Oui. C'est un peu différent. On l'a voulu à la fois entreprise, je ne sais pas comment dire, SARL, SA, etc., mais également ESS. C'est-à-dire qu'on l'a voulu toute entreprise confondue. Pourquoi? Parce qu'on considère que si on est, je sais pas moi, dans le monde des assurances, la Massif, qui fait partie de la catégorie ESS, désolé, mais vous pouvez à la limite choisir et rayer, prendre le concurrent, c'est aussi en concurrence avec des entreprises d'assurance qui sont régies par le code des assurances. Ouais. Donc, tout ce petit monde est en concurrence les uns avec les autres. Et derrière, il y a une dimension de statut, il y a des dimensions de valeur. Donc, nous, on accompagne tout ce monde-là. Mais en revanche, on apprend un truc qui est, trouve-toi du temps, alors outre les fameux points, notamment l'accès au financement, etc., mais trouve-toi du temps pour justement être dans des réseaux. Et puis, deuxième point sur lequel on insiste aussi, c'est apprends à déléguer. Parce qu'il y a un travers, c'est comme on crée en moyenne
Moi, le chiffre que j'avais, c'était 3 000 € comparativement à un homme qui aimait à peu près 10 000 € toute activité confondue. C'était le chiffre que j'avais sur Infogreffe, mais bon, c'est à peu près dans la même chose que ce que vous avez dit. Et en gros, j'ai pas de thunes à la base. Donc, si j'ai pas beaucoup de thunes, qu'est-ce que je peux faire? À un moment, si je veux déléguer, c'est-à-dire je vais faire, je sais pas moi, appel à Marie-Pierre ou appel à vous, en fait, j'ai pas de thunes. Donc, elles vont me dire, oui, je veux bien, mais enfin bon, tu me payes comment, quoi? Donc, en gros, je vais être toute seule. Et comme je suis toute seule, je vais être à la fois à la foire et au moulin. Quand je suis à la prod, je suis pas à la vente. Et donc, résultat, et en plus, comme je préfère, il y a des trucs que j'adore, hein. Donc, on avait fait l'étude, justement, et on avait dit, monsieur et madame, qu'est-ce que vous déléguez? Et on s'était rendu compte que monsieur, il déléguait tout, sauf le bizdev et la stratégie. Et madame, je vous mets dans le mille, a délégué rien. Parce que la com, j'adore, ça m'éclate. Le site web, j'adore, ça m'éclate. La paye, c'est toujours intéressant. Je vais faire quand même des trois économies. Voilà. Et en gros, je déléguais rien. Donc, résultat, à la fin, on essaie simplement d'apprendre un truc, c'est que on sait que Superman, ça n'existe pas. Non. Je suis désolée, messieurs. Mais Superwoman, ça n'existe pas non plus. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de travailler sur les réseaux. Donc, soyez dans des réseaux, un réseau, deux réseaux. Et on nous dit toujours, dernier point, créer un conseil d'administration un peu, même informel, pour pouvoir challenger ces idées. Je ne sais pas si vous le faites. C'est ce qu'en tout cas la théorie. Et est-ce que vous voyez des différences entre les réseaux professionnels pour ce qui est de l'ESS et pour les entreprises plus traditionnelles? En fait, moi, je connais beaucoup mieux, c'est ceux de Aura, donc ça serait très malaisé de ils sont pas là. Voilà. Je pense que Marie-Pierre connaît. Oui. Je renvoie la patate chaude. Nous, ce qu'on conseille généralement, c'est qu'on conseille toujours deux types. Ça dépend quelle est la finalité que l'on a. Si votre finalité, c'est de créer de l'emploi, généralement, nous, on demande toujours à ce qu'il y ait toujours un ou deux réseaux plus une incubation. 2, 3, il n'y a pas le temps, faut être honnête. Donc, on ne peut pas aller bouffer à tous les râteliers, on n'a pas le temps. Mais être au moins dans un ou deux réseaux et payer pour le faire parce que derrière, le retour sur investissement est important. Et s'il y a une dimension ESS forte, il y a des réseaux, nous, on sait que sur Grenoble, il y en a plusieurs qui sont très bons et que c'est bien d'être dans les deux. Il y en a un pour avoir un conseil d'administration ou si on crée une coopérative, on peut comprendre quels sont les petits rouages, les petites finesses, etc., les modes managériaux, des trucs qu'on ne pourra pas faire que si on est dans une SA, c'est clair. Ouais. Il faut aller, puis après, il faut aller aussi là où on se sent... Enfin, je sais pas, moi, je suis assez feignante, donc je vais là où je me sens à l'aise, quoi, en fait. Voilà. Je me tourne vers nos dirigeantes par rapport à vos... Est-ce que vous avez eu des expériences je crois que Marie-Pierre, vous faites partie de 2 réseaux professionnels, justement. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que dirigeante ? Oui, je fais partie de plusieurs réseaux. Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est que je pense que c'est bien de bien choisir ces réseaux. Il faut pas tous les faire parce que ça peut être chronophage et il peut même y avoir un travers qui est de se sentir toujours en mouvement, en activité, mais finalement d'oublier un peu le curseur résultat. Et donc l'entre-soi, quand ça peut avoir ses limites. En revanche, je trouve que c'est bien d'avoir un réseau dans lequel on se sent vraiment très bien, où il y a beaucoup de bienveillance, de chaleur et où on peut pouvoir venir avec ses problèmes, échanger sur des problématiques sans avoir peur du jugement, du regard des autres et partager des expériences. Ça reste encore un peu de l'entre-soi. Donc c'est bien, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut aussi aller chercher des réseaux qui sont peut-être moins confortables, des réseaux plus mixtes, avec des tailles d'entreprises différentes, des secteurs d'activité différents, des réseaux mixtes aussi en genre, qui permettent d'aller là, pour le coup, se challenger davantage et avoir des modèles repères sur des entreprises qui peuvent parler de management, de recrutement, de vraie gestion commerciale, parce que ça booste. Et il faut qu'on ait ces modèles comme ça qui nous permettent de faire toujours un pas en avant et donc pouvoir partager, même sur des problématiques qui ne sont pas encore arrivées chez nous, mais qui peuvent arriver et dont on peut commencer
commencer à travailler. Et ça, si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Et peut-être une troisième chose, et moi c'est mon cas, c'est bien si en plus de tout ça, on peut avoir une fée. Si chacun pouvait trouver sa petite fée, c'est-à-dire le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise un peu modèle qui fait référence et qui est prêt à se pencher sur le berceau quand il y a un petit problème. Et ça, si tout le monde pouvait avoir sa petite fée quand il y a un petit caillou dans la chaussure, ce serait vraiment chouette. Et vous, Aurore, vous avez eu des expériences avec les réseaux professionnels. Est-ce que vous pensez qu'ils s'adressent finalement à toutes les femmes ? Oui, j'ai testé plusieurs réseaux, pas mal. Alors, moi, mon retour sur les réseaux féminins que j'ai testés, c'est-à-dire que pour moi, c'est le reflet de la société. J'y ai trouvé beaucoup de sororité, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage d'expériences sur vie pro, vie perso, vie de maman, comment faire pour être à 18h à l'école et en même temps répondre à son client au téléphone. Donc là-dessus, c'est super. Par contre, j'y ai trouvé une limite qui est la même que dans la société, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des femmes qui, pour la plupart, étaient solopreneuses, qui n'avaient pas forcément l'ambition de faire croître leur entreprise. Et du coup, moi, j'ai rapidement eu des sujets de management, de structuration, de stratégie. Et là-dessus, j'avais pas ou moins d'homologues et de répondants. Et c'est là où j'ai trouvé que dans les réseaux mixtes, il y avait quand même, on trouvait plus facilement des homologues. Voilà, c'est mon expérience là-dessus. C'est qu'en fait, il faut aller dans des réseaux, un peu comme disait Marie-Pierre, où on va pouvoir trouver des entreprises qui sont justement au niveau du dessus et qui vont pouvoir nous tirer vers le haut et voilà. Les fameuses bonnes fées. Oui, exactement. Alors, s'il y avait un réseau de mentorat, voilà, ça serait vraiment génial. Personnellement, je n'en ai pas, enfin, j'en connais pas. Alors peut-être qu'on peut creuser sur justement les pistes d'amélioration, les perspectives. Nathalie, est-ce que vous avez identifié des dispositifs, des idées, des choses qu'on pourrait faire pour justement améliorer l'entrepreneuriat au féminin ? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et bon, ça ne bouge jamais assez vite. Hein. Les lignes ne bougent jamais assez vite sur ce sujet-là. Déjà, un événement comme ce soir, cette table ronde, ça aide, je pense, à des femmes entrepreneurs à s'exprimer devant des femmes qui ont peut-être envie de s'engager ou qui ont des proches qui le font. Ce que je garde à l'esprit, c'est que soutenir l'entrepreneuriat au féminin, c'est pas soutenir un entrepreneuriat rose. C'est vraiment pour moi comment on repense collectivement, comment on crée, la façon dont on crée et on partage la valeur, dont on partage aussi les responsabilités, le pouvoir que j'évoquais tout à l'heure. Et en ce sens, l'ESS a vraiment un rôle d'éclaireur dans cette transformation de la société. Mais les entreprises dites traditionnelles, qui sont aussi celles avec lesquelles je travaille tous les jours, elles ont beaucoup de leviers pour agir. Elles ont une puissance de frappe qui est considérable quand elles l'utilisent à bon escient. Et il y a plein de façons, je vais en évoquer 3. L'intrapreneuriat, développer un programme d'entrepreneuriat, c'est développer de l'innovation au sein de son entreprise, mais c'est aussi permettre à des femmes, au travers de ces projets-là, demain, d'avoir une passerelle pour l'entrepreneuriat. Ça peut être une façon de s'exercer à gérer un projet par soi-même. Toujours au sein de l'entreprise, la politique achat. C'est comment on dirige une partie des achats, produits, services, solutions, vers des entreprises qui sont créées par des femmes. Et c'est bien sûr le mécénat que je porte. On parlait de mentorat.
permettre à des dirigeantes, à des dirigeants aussi, mais à des dirigeantes, à des cadres dans l'entreprise, d'aller accompagner des femmes entrepreneurs, qu'elles soient au démarrage ou qu'elles soient dans des phases un petit peu complexes de leur parcours d'entrepreneur. C'est aussi soutenir des réseaux de femmes entrepreneurs. C'est soutenir des associations qui aident à la création de l'entrepreneuriat au féminin dans le monde de l'ESS, de l'entrepreneuriat impact ou de l'entrepreneuriat classique. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui et il n'y a pas de ticket d'entrée. C'est-à-dire que toute entreprise, quelle que soit sa taille, quels que soient ses moyens, peut s'engager à sa mesure. Séverine, vous avez identifié d'autres pistes, d'autres moyens d'agir pour améliorer les choses en termes d'entrepreneuriat au féminin? Nous, il y en a pas mal. Alors, quand je dis moi, c'est pas moi, parce qu'en fait, je cherchais que nous, on pense toujours collectif, donc c'est toujours un peu bizarre. Vous savez peut-être, ce week-end est paru, l'OCDE fait des rapports et ils ont publié le Global Web. Le Global Web, c'est le Global Women Entrepreneurship Program. Donc, ils ont publié leur rapport. La chaire Fer, on est content, ça c'est notre petit coup de pub. On a signé la partie française. Donc, on s'est pas luché quelques données, quelques trucs statistiques, etc. Donc, ça nous a occupé 5 minutes. Et il se trouve que, alors en France, on est bien lotis, on est 8e pays dans le monde en matière d'entrepreneuriat. Allez, petit truc pour vous réveiller. Quel est le dernier? C'est facile, ça, le dernier. Le dernier pays. Je ne l'ai pas entendu. Ouais, c'est ça, c'est l'Afghanistan. C'était facile, mais voilà. Quel est le premier? Ouais, mais il ne faut pas se gourer de contexte. Aux États-Unis, effectivement, sauf que la plupart du temps, ce qu'on appelle, c'est de l'entrepreneuriat dit de nécessité. Et quand vous lisez l'ancien conseiller de Barack Obama, qui s'appelle Scott Shane, vous êtes assis, il donne son bouquin qui s'appelle L'illusion économique, dans lequel il dit clairement, alors il prend chapitre par chapitre, tout, anti-inclusion là pour le coup. Alors je le dis de manière très froide, le prenez parce que je n'ai pas d'autres mots. L'entrepreneuriat des hispanos ne génère pas assez d'économies, donc il faut arrêter de subventionner. L'entrepreneuriat des minorités noires, c'est pareil. Et l'entrepreneuriat des femmes, c'est pareil. Et donc il fait ça. Et donc on est logé à la même enseigne. Ouais. Donc il y a déjà une réflexion sur déjà ne pas penser forcément une norme entrepreneuriale mondiale qui serait valable partout dans le monde. Et peut-être quelque part, ce qui fonctionne bien aux US, parce que ça leur sied bien, parce que c'est leur culture, parce qu'ils l'ont voulu comme ça, et voilà, ça ne va pas aller avec la Chine, ça ne va pas aller avec la Jordanie, ce qui ne va pas aller aussi avec la France, de facto. Et si l'Allemagne a voulu copier, avec ce grand mythe de vouloir avoir une Silicon Valley, Frédéric Welter, c'est l'ancienne conseillère de... comment elle s'appelle, Angela Merkel, avait ce mythe-là en tête, peut-être que nous, on n'est pas obligé forcément de faire la chose différente. Et on a la chance, petit coup de clin d'œil, c'est de travailler, nous en France, avoir une économie sociale et solidaire qui est très structurée. On a des ONG, c'est structuré par statut aussi. Et là, pour le coup, singer, je le dis mal, je suis désolée, singer des normes, de dire on va faire des concours de pitch, on va utiliser des normes pour dire ça va aller dans tout le contexte, ça a certaines limites. Je n'ai pas la solution, mais ça a certaines limites. Le deuxième point sur lequel on travaille, c'est un petit coup d'œil aussi sur les politiques. Alors, c'est pas simple, je sais, parce qu'il faut saupoudrer et il faut contenter tout le monde, et il faut mettre des budgets, et les budgets, vous êtes au courant... Je crois que c'est le dernier titre. Oui, tout à fait. Notre numéro d'Alternative économique parle de ça. Donc vous êtes au courant, il y a un peu... Les coûts budgétaires. Voilà, il nous manque un peu de sous. Donc bref, il faut effectivement composer. Mais quand vous regardez les politiques entrepreneuriales, c'est pas forcément adressé spécifiquement, c'est /femmes. En fait, on ne travaille pas réellement sur l'entrepreneuriat des femmes. On va travailler, mais de manière indirecte, en soutenant des réseaux. Mais on va surtout
financièrement, je veux dire des réseaux publics, mais il va y avoir surtout, quand on regarde BPI, il travaille beaucoup sur des contextes. Et donc, quelque part, hein, c'est comment on peut penser cet entrepreneuriat spécifique, enfin, mais ça manque une réflexion. Et une réflexion sur est-ce qu'on appuie bien sur les bons leviers. Je vais vous donner un exemple, je l'ai reformulé, promis, Audrey. On dit toujours il faut mettre plein de femmes entrepreneurs pour générer des rôles modèles. Ok, moi ça me va bien, je suis contente, je suis ravie d'être parmi vous, merci encore, c'est super. Cela étant dit, la littérature et tous les travaux sur les rôles modèles de psychologues, en fait le rôle modèle c'est qui ? C'est un individu avec lequel j'ai des contacts répétés, c'est-à-dire que quelque part Marie-Pierre pourrait être mon rôle modèle, Nathalie ou tu pourrais être mon rôle modèle si j'ai votre 06, il se trouve que je vous côtoie assez régulièrement. Évidemment, ça marche bien pour votre boîte, en tant qu'affaire. Et là, effectivement, oui. Et le rôle modèle n'est pas spécialement genré. Si, je peux très bien, moi perso, j'avais un rôle modèle, c'était Pierre Bourdieu, le plus misogyne des sociologues. Voilà, donc vous imaginez. Et pourtant, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, et c'est un mec. Donc, quelque part, avoir une réflexion aussi sur les fausses bonnes idées. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut réfléchir à l'objectif qu'on veut atteindre. Inspirer, donner des idées, donner des conseils, oui. Dire qu'on va générer des rôles modèles et qu'on va augmenter le taux d'entrepreneuriat féminin, la littérature dit que non. Après, peut-être que ça sera le cas qui confirmera la règle. Et puis, le dernier point, c'est plus aux filles. Moi, on m'a toujours dit, mon premier entretien, je l'ai fait avec une femme entrepreneur qui avait créé une très, très grosse franchise. Elle avait au moins une vingtaine de magasins et elle gérait d'un magasin. Puis elle m'a dit, tu sais, moi j'avais un rêve. C'était d'ouvrir mon magasin sur l'équivalent des Champs-Élysées à Bruxelles. Et une fois que je l'ai atteint, en fait, le truc était atteint. Voilà, c'était fait. Et donc après, ça a périclité, j'ai arrêté, etc. Donc elle me dit, tu sais, Séverine, le seul truc que tu peux dire quand tu fais tes recherches, c'est vérifie quelle est l'ambition et rêve grand. Parce que de toute façon, ta réalité, elle te ramènera toujours vers une réalité plus basique. Donc tant qu'à faire, rêve que tu vas devenir prix Nobel et tu feras peut-être une recherche qui servira. Là, c'est pareil. Rêvez, mesdames, messieurs, que... votre business, vous voulez plus impactant possible, ouais, super. Ça va générer, ça va révolutionner le monde entier, super. Parce que comme ça, vous allez révolutionner la zone de Nancy. Ouais, c'est un peu ça, si j'essaie de transposer. Une autre phrase à graver sur des t-shirts. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Viser la Lune, une autre philosophe. Voilà. Ah non, philosophe. Une autre philosophe. Marie-Pierre, vous, quel levier, quelle piste d'amélioration vous pourriez identifier ? Je trouve que le propos préliminaire de Madame la présidente du conseil départemental tout à l'heure voulait tout dire. Le fait, ça commence très tôt en fait, et il faut déconstruire les stéréotypes de genre le plus tôt possible. Parce que aujourd'hui, même en 2025, les petits garçons sont toujours valorisés dans leur prise de risque, dans le fait d'oser, d'inventer, de diriger, alors que les petites filles sont valorisées dans leur capacité à être rigoureuses et conformes à ce qu'on attend d'elles, quoi. Donc ça commence très très tôt. Alors, il y a des choses qui se font dans l'éducation nationale qui sont très chouette. Moi, j'ai été plusieurs années marraine d'une mini-entreprise de l'initiative Entreprendre pour apprendre. Je trouve ça très chouette qu'on puisse inculquer dans l'enseignement de plus en plus la pédagogie par projet et qu'on puisse encourager l'autonomie, la prise d'initiative, le travail en équipe, la résolution de problèmes. Et là, je crois que les filles peuvent se révéler et se mettre, considérer qu'elles sont vraiment au haut niveau et qu'elles ont le droit d'oser. Elles ont le droit de se tromper, elles ont le droit de recommencer
Et c'est ça qui induit le fait qu'un jour, on a envie d'entreprendre. Donc, je pense que vraiment, il y a un grand rôle de l'éducation nationale et de la société. Et puis, quand même, il y a aussi la valeur d'exemple. On était cette semaine, je fais partie de la commission Entreprendre au féminin de la CPME 54, et avec Véronique Lommelsfeld, la présidente, on avait la soirée de remise des trophées de l'entrepreneuriat au féminin, avec 10 entrepreneuses finalistes qui sont montées sur scène et qui ont vraiment ébloui le public dans la façon dont elles ont pitché leur projet, raconté avec la passion, avec le sens qu'elles mettent dedans. En fait, on a là où elles peuvent vraiment servir de modèle, c'est que elles sont en parfaite adéquation avec leur projet, quoi. Elles sont en phase directe. Et ça, moi, je ne le ressens pas quand un entrepreneur parle de son entreprise. Il en parle avec des facteurs de réussite très différents. Il va parler de chiffre d'affaires, de KPI, de tout ce qu'on veut pour illustrer la réussite. Je trouve que l'entrepreneur a d'autres critères de réussite qui ne sont, à mon avis, pas suffisamment mis en valeur. Mais voilà, il faut rester sur la valorisation, la mise en lumière de femmes entrepreneuses avec toute la singularité qui les caractérise. Oui, redéfinir peut-être la façon dont on valorise les projets aujourd'hui qui sont encore coincés dans un carcan très... On n'a pas les mêmes critères de réussite. Voilà, oui. Avant de passer aux questions du public, je me tourne vers vous, Aurore. Est-ce que vous avez identifié d'autres pistes d'amélioration ? Est-ce que, par exemple, les pouvoirs publics aujourd'hui mènent des actions adaptées quant à l'entrepreneuriat au féminin ? Alors, je ne sais pas si j'ai les compétences vraiment pour répondre à cette question. Je vais parler de mon expérience. Moi, je dirais que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai souvent eu l'impression d'être hors des cases et de pas rentrer dans le schéma, souvent administrativement d'ailleurs. Il y a plein de moments où je me suis heurtée à des mais vous êtes entrepreneur, mais non, alors ça vous concerne pas parce que c'est pour les salariés. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de moments comme ça. Par contre, je suis très positive sur l'avenir parce que j'ai vraiment vu une évolution. Donc en gros, moi, ça fait 15 ans à peu près que je suis à mon compte. Et il y a une vraie évolution. Avant, on n'était pas à la CPAM. Aujourd'hui, on l'est. C'est pas rien. C'est vraiment important parce que quand on était au RSI, c'était un sacré bazar pour tout. Autre chose qui a changé. Enfin, moi, un des moments que j'ai identifié où vraiment je me suis dit, ok, alors vraiment la société n'en a rien à faire et on est vraiment hors des cases, c'est lors de ma première grossesse. Donc j'étais freelance à ce moment-là et on avait le droit à 6 semaines de congé payé, congé maternité payé. Qu'on devait répartir minimum 2 semaines avant la date d'accouchement ou 2 semaines après. Donc je l'avais mis 2 semaines avant ma date d'accouchement. Et il se trouve que j'ai eu un petit garçon qui était un peu pressé d'arriver et il est arrivé 1 mois avant. Tout allait bien, hein, c'était pas un enfant prématuré, mais voilà, il était un petit peu pressé. Et je me souviens très bien du jour où j'ai reçu le mail de félicitations, votre congé maternité commence aujourd'hui. Et j'avais un bébé de 2 semaines dans les bras. Et je me suis dit, c'est drôle et en même temps, ça ne l'est pas. Parce que on se dit non, en fait on n'est pas reconnu quoi. Il y a un sacré problème parce que moi ça fait 2 semaines que je suis arrêtée. Enfin ça faisait même un peu plus. Mais voilà, je me suis sentie un peu en dehors de la société et des clous de la société. Mais c'est quand même quelque chose qui a évolué puisqu'aujourd'hui, je crois savoir que les entrepreneuses ont le même congé maternité que les salariés. Donc, je me suis un peu renseignée. C'est 8 semaines qu'on peut prolonger jusqu'à 16 semaines. Donc, ça veut dire que ça y est, quoi. On arrive à l'équité avec les salariés. Donc ça, c'est formidable et c'est vraiment très bien. Ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait
comment ça s'appelle, une allocation forfaitaire maternelle ou quelque chose comme ça. Bref, on a à peu près 3 950 € qui sont versés aux mamans entrepreneuses quand elles deviennent mamans. Et j'ai cru comprendre qu'en fait, c'était pour payer les charges un peu de l'entreprise. Alors, je me suis demandé, avec 4 000 €, peut-être que quand on est solopreneuse dans la prestation de service, qu'on n'a pas trop de charges, à la rigueur, peut-être que ça peut couvrir les charges de 3 mois d'arrêt. Par contre, quand on a des plus grandes entreprises, qu'est-ce que ça couvre ces 4 000 €? Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont versées à la maman, mais est-ce qu'on aide l'entreprise à tenir? Enfin voilà, et du coup après je me suis dit bah oui mais moi il y a une question sur laquelle je fais complètement l'autruche, c'est s'il m'arrive un coup dur, si j'ai une maladie, qu'arrive-t-il à mon entreprise? Et sincèrement je n'ai pas la réponse, et en tout cas je me sens pas protégée par les pouvoirs publics et la société là-dessus. Donc encore des marges de progression, en tout cas, même si effectivement vous avez remarqué des progrès au cours des dernières années, oui. Ouais. Merci beaucoup à toutes les quatre. On va passer aux questions du public. On va en prendre une petite série. Il y a un micro qui va circuler parmi vous, donc n'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus dure. Oui. J'ai beaucoup entendu parler de femmes qui savent moins bien déléguer que les hommes, qui savent moins faire du réseau, qui doutent trop. Et je me demandais si on se posait pas un peu la question de comment aider les femmes à gérer aussi bien une boîte qu'un mec. Et je sais pas, ça me surprend un peu parce que est-ce que c'est pas aussi qu'on s'est fixé des critères masculins pour définir ce qu'est la compétence? Finalement, je veux bien que quand on se pose trop de questions, on se bloque, mais moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de chefs hommes et j'aurais aimé qu'ils se posent un peu plus de questions, qu'ils doutent un peu plus. Et est-ce que savoir douter, savoir se remettre en question, qu'on voit plus couramment chez les femmes, est-ce que ça ne serait pas une qualité? Et donc ma question, ça serait un peu, est-ce que vous n'avez pas repéré, vous, des points où vous vous dites, en tant que femme, je ne fonctionne vraiment pas comme un homme et c'est une force et pas une faiblesse? Parce que pour moi, par exemple, douter, ce n'est pas une faiblesse. Même si on le présente comme ça, être empathique, on dit souvent que c'est une faiblesse, pour moi, ça ne l'est pas. Mais est-ce que vous n'avez pas repéré, vous, des forces en tant que femme qui vous ont aidé à gérer là où vous disiez peut-être que les hommes, eux, n'auraient pas réussi? Merci. Moi, je suis tout à fait convaincue que d'être une femme, c'est un atout pour diriger une entreprise. Je pense qu'il y a effectivement des qualités assez couramment répandues chez les femmes, notamment dans leur capacité d'écoute. Alors, je dis pas qu'elles sont absentes chez les hommes, hein, pas du tout. Mais en tant que femme chef d'entreprise, je pense qu'on développe peut-être plus naturellement une capacité d'écoute et de respect des personnes qui nous entourent. Je trouve que c'est un vrai atout. Et j'avoue que je voulais dire autre chose et que l'idée m'a échappé. Donc, elle me reviendra peut-être. Je peux laisser d'autres collègues répondre. Alors, j'ai un peu évoqué tous ces freins qui ont aussi leur revers de qualité. C'est-à-dire que, là, je vais parler à titre très personnel, mais le fait d'être perfectionniste, ça m'oblige à aller combler d'autres failles. C'est-à-dire que j'avais un réseau que j'ai construit en 25 ans, mais je l'ai pas autant développé que je voyais mes collègues à la machine à café le développer, alors que moi, je travaillais intensément dans mon bureau. Donc ça m'amène aujourd'hui, et ça m'a amené depuis même avant que je lance Simply for Good et que j'étais dans une phase exploratoire, donc il m'a amené effectivement à contacter beaucoup de gens, à être dans quelque chose de plus chirurgical, de plus précis dans les gens que je rencontrais, du temps d'écoute, d'échange, de bienveillance, d'être vraiment présente. Et c'est aussi ce que j'apporte à mes clients. Je vois que d'être une femme dans mon univers, c'est plutôt un atout parce que j'ai beaucoup de femmes en face de moi. Donc, c'est
je pense que c'est pas un cliché de dire que je les comprends, je comprends ce qu'elles ressentent dans la place qu'elles occupent dans l'entreprise, puisque je l'ai occupée, et les jeux de pouvoir qu'elles peuvent avoir face à des hommes qui sont au-dessus. Donc il y a cette finesse de compréhension, d'écoute, cet engagement, cette force de travail qui sont mis en face de toutes ces exigences qu'on se met aussi. Effectivement, être perfectionniste, se dire j'ai pas assez de réseau, est-ce que je suis assez commercial, est-ce que ceci, ça, je suis convaincu que mes homologues dans mon univers et même dans mon passé en entreprise ne se sont pas posé 1/100 des questions que je me posais. Donc la charge mentale, elle est très forte, mais en même temps, ça fait de nous des personnes hyper précises, qui, je pense, délivrent un travail de qualité, authentique, et avec une relation privilégiée avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc bien sûr, c'est beaucoup d'atouts en même temps. J'étais sur la rubrique frein, posée par Audrey, mais c'est vrai que c'est assez fréquent chez les femmes entrepreneurs avec lesquelles j'échange de retrouver tous ces questionnements. D'où aussi ma citation qui n'était pas juste pour faire une blague, mais quand parfois je n'ose pas et que je suis en train de me poser 12 000 questions, je me dis mais non, vas-y, fonce, tu ne risques rien, tu ne risques pas ta vie, donc vas-y. Et en général, effectivement, ça fonctionne. Donc de temps en temps adopter aussi la posture masculine qui est plutôt de faire et après se dire ah oups, il fallait pas que je le fasse, désolé, plutôt que nous se demander si on doit le faire et ne pas le faire au final, ou demander la permission et s'entendre dire non. Ben je pense qu'on a aussi à apprendre et on a cette capacité d'analyse du fonctionnement des hommes pour se l'approprier quand c'est nécessaire aussi. Donc oui, on a beaucoup de qualités, mais c'est vrai que, à nouveau, je pense que c'est cette dimension de perfectionniste, de voir plutôt le verre à moitié vide, plutôt que le verre qui est à moitié plein, voire beaucoup plus plein. Peut-être elle cherche un regard plus macro sur le sujet. Non, j'ai pas de regard macro. En revanche, j'ai 2-3 témoignages. Les travaux en neuropsy. Alors, on a une langue qui est formidable. Parce que nous, on peut faire la différence, contrairement aux Anglais, entre le terme sexe et le terme genre. Ce que les Anglais ont du mal à faire. Et les travaux en neuropsy nous montrent que le cerveau d'une femme, c'est la même chose que le cerveau d'un homme. Ce qui va faire la différence de nos plasticités là-dedans, alors je parle avec mes mots à moi parce que je suis pas neuropsychologue, sinon ça se saurait, c'est qu'en gros, c'est des coups durs, c'est des choses. Donc ça se trouve, j'ai peut-être la même, si on décortique nos deux cerveaux, peut-être qu'ils seront plus proches que le cerveau, je sais pas, d'Audrey et du mien. Ça ne veut rien dire. En revanche, peut-être qu'il y a des cycles, effectivement, la notion hormonale, etc., aura un impact. Donc, simplement pour vous rappeler que s'il y a des différences femmes-hommes, ça relève du féminin et du masculin, pas du fait de notre capacité à donner naissance, etc., mais pas de notre corps. Ça veut dire qu'on peut avoir des hommes qui peuvent avoir des traits féminins, sociologiquement reconnus comme tels, donc ce que vient de vous décrire, des comportements qui sont majoritairement adoptés par les femmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Donc ça, j'enlève ça. Après, moi je dirais, il y a aussi un truc chez la sociologue que je suis, de dire, mais tiens, on a fait une étude et on s'est rendu compte que dans les pitch, dans les sélections de pitch, quelles sont les conditions pour, dans un start-up week-end ou un bootcamp, pour qu'un pitch soit sélectionné. On s'est rendu compte qu'il y avait on va dire il y avait cette question de normalité. C'est-à-dire, si vous êtes très proche de l'audience, moi, par exemple, si je pitch au milieu de mes étudiants, parmi un groupe d'étudiants, je suis sûre que je vais me faire bananer. Pourquoi je serais la vieille qui pitcherait? Donc, quand vous êtes dans les start-up week-ends, les vendredis soirs, après, en plus, ça démarre super tard, ce truc, ça se termine super tard aussi. Résultat, il y a une différence. Si vous êtes la personne costaude, un peu plus fort que la moyenne, physiquement parlant, l'écart à la moyenne physique va avoir un impact. Et le fait que vous soyez beaucoup moins de filles, en particulier, alors pas dans l'ESS, parce que ça marche pas, ni dans les ONG, parce que ça, c'est le contraire. C'est le contraire, d'habitude, c'est les hommes. En fait,
Ça a un avantage parce qu'on sait très bien qu'une fille qui portera un projet disruptif, elle a plus de chances de voir son projet gagner que si c'est monsieur. Parce que monsieur aura une tête de l'entrepreneur moyen, la personne normale. Donc, il faut jouer toujours avec ces écarts à la norme. Après, c'est ce que vous dit la socio. Mais en fait, c'est juste... Alors, effectivement, oui, vous avez raison, mais on ne l'a pas beaucoup abordé. Pourtant, on l'avait préparé comme tel. Il y a énormément de travaux pour l'instant qui démarrent. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. On s'est beaucoup focalisé sur des milieux majoritairement masculins et sur les femmes dans des milieux masculins. Mais pour l'instant, il y a des travaux qui sont en cours, en particulier au Liban, sur des ONG. On sait que dans les ONG, il y a 70% de femmes, et en particulier au Liban, il y a beaucoup de femmes qui se dirigent de leurs ONG. Et en gros, comment, messieurs, vers vous tourne, hein, comment vous arrivez à faire votre place là-dedans et à ne pas être quelque part considéré comme discriminé. Et ça prend d'autres travers, ça prend d'autres enjeux. Donc tout est contextualisé en fait. Mais vous avez tout à fait raison de le mentionner, oui, effectivement. Est-ce que vous voulez réagir, Aurore? Je peux réagir rapidement. Ce que dit Séverine résonne un peu en moi. Moi, je suis dans un milieu qui est majoritairement masculin. Qu'il l'était beaucoup avant, et ça s'améliore. Et clairement, si je peux faire part de mon expérience, c'est que j'ai été beaucoup plus aidée par les hommes que par les femmes. Finalement, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un atout d'être une femme, parce que d'un coup, on sort un peu du lot. On n'est que quelques-unes, donc on nous remarque. Et j'ai pas été spécialement confrontée à des hommes que ça dérangeait. En tout cas, dans mes confrères, ça peut, chez certains clients, on peut être vu comme moins, pardon, le mot m'échappe, moins performante par rapport à des hommes, parce qu'on fait des métiers techniques et que la technique c'est plutôt réservé à des hommes. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. Par contre, au niveau de mes confrères, sincèrement, j'ai jamais ressenti ça. Et par contre, j'ai été très peu aidée par des femmes de mon milieu, parce qu'on est moins, mais aussi parce que on a sûrement ce sentiment que il faut qu'on fasse notre place. Et donc c'est chacun pour sa pomme. Mais c'est triste, hein, mais c'est vrai. Les femmes qui m'ont aidée ne font pas partie de mon milieu. Voilà. Désolée pour ce constat triste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je suis Auguste, donc du coup je fais partie de l'association SNC à Nancy. C'est une association en fait qui s'occupe en fait d'accompagner les demandeurs d'emploi justement à retrouver un emploi. Je vois une question, c'est que ma femme devait être là avec moi et qui est entrepreneuse et n'a pas pu venir parce qu'elle avait des clients ce soir. Elle me demandait de vous poser une question. Comment la femme peut-elle faire en fait la singularité une force lors d'une négociation de financement? Qui veut se lancer? Ne vous battez pas. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est comment être une femme peut être une force dans la négociation d'un financement? Comment transformer, c'est ça la question? Oui, ça porte en fait pour un financement, parce que la question que vous avez tout à l'heure, on l'a eu d'un banquier qui lui a dit qu'est-ce que fait votre métier, votre mari comme métier. Et on l'a eu. Donc moi, étant entrepreneur aussi, j'ai eu des difficultés, et là en fait on est en plein dedans, car on est en recherche de financement depuis 1 an. Maintenant, les élèves entreprendre, les machins, on les a tous fait. Et c'est compliqué en fait. Mais voilà, donc au final, on a décidé de se financer soi-même. Mais elle qui est assez timide, donc elle essaye de
d'aller en fait vers du coup le banquier et d'aller lui parler. Donc, moi, je suis là à chaque fois pour essayer de l'encourager, mais à chaque fois, du coup, le banquier va me parler à moi et non elle. Alors que c'est elle qui est demandeur. Faut changer de banquier. En fait, je pense que l'accès au financement, bon, mis à part encore quelques banquiers de la dernière génération, mais l'accès au financement, c'est une histoire de faire apporter la preuve du concept et puis parler le langage du banquier, donc parler en indicateur, parler en KPI et lui démontrer la valeur de l'entreprise et la valeur des personnes qui sont derrière l'entreprise. Donc, en même temps, on n'est jamais lié complètement avec un seul banquier, quoi. Et il y en a des très bons sur la place. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Oui, madame. Bonsoir. Alors, bon, je me sens un petit peu obligée de prendre la parole parce qu'on m'a parlé de nous. Donc, moi, je suis Céline Lucarini. Je suis la coordinatrice pour la Lorraine de l'association Entreprendre pour apprendre. Et comme il vaut mieux oser que regretter, je profite de cette tribune pour faire un appel parce qu'au mois de décembre, nous faisons 2 mini-entreprises pour les stages de 3e, dont le sujet est, donc on va demander aux jeunes d'imaginer des projets pour aider à changer le regard sur les métiers dits féminins ou dits masculins. Donc, je fais un appel aux bonnes volontés. Voilà, si vous avez un petit peu de temps pour venir parler aux jeunes des métiers ou de l'entrepreneuriat au féminin ou des difficultés, en tous les cas sur des métiers qu'un homme pourrait faire alors qu'il s'agirait plutôt d'un métier dit féminin, je vais rester encore un petit peu après. Voilà, merci. Et merci pour votre témoignage aussi pour effectivement les progrès, les programmes qu'on a fait pour les jeunes qui osent et qui développent des compétences et qui montrent le potentiel qu'ils ont. Merci. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent poser une question ou réagir? Non. Oui. Une petite réaction ou une question aussi par rapport à un terme qu'on entend souvent, qui est le terme d'entreprise classique, entreprise traditionnelle. Ici, on est au village des solutions de demain. Il y a 90 entreprises qui exposent. On y trouve une entreprise qui répare une machine à laver, qui est coopérative, qui en plus fait de l'insertion. On y trouve une entreprise qui vend des vêtements éthiques, une autre qui fabrique des produits alimentaires sains, durables, sans bourrés, sans additifs cancérigènes. C'est des entreprises. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elles sont classiques ou qu'elles sont traditionnelles? Et quel terme on pourrait prendre du coup pour employer l'autre versant, si tant est que ça soit un versant, mais est-ce que c'est la question de l'entreprise, je ne sais pas, sociale, coopérative versus société de capitaux, entreprise capitalistique? Bon, ça sort un peu du cadre homme-femme, entrepreneuriat au féminin, mais souvent on dit entreprise classique. Ici, il y a un paquet d'entreprises classiques, on peut le dire, je pense. À cette réflexion, moi, je trouve qu'il y a un terme qu'on utilise de plus en plus et qui s'adresse aux entreprises, quel que soit leur statut juridique, c'est entreprise à impact positif. Et là, ça peut concerner tous ceux qui exposent en bas dans la salle. Ça peut également nous concerner, nous toutes. Donc, entreprise à impact positif, positif sur l'environnement, positif sur la société, positif sur le social. Moi, j'aime bien ce terme. Et bonsoir, merci. Je suis Aurélie Didier-Laurent. Déjà, je voulais poser une question à la salle. Je voulais savoir si les femmes entrepreneurs pouvaient lever la main. Ah, c'est beau, hein? Franchement. Ça c'est super. Je voulais répondre à madame avec la veste verte que moi je suis du coup présidente et dirigeante d'une entreprise dans le funéraire, donc c'est plutôt un milieu masculin. Voilà, donc avec plaisir pour échanger. Ah voilà, en plus. Et
je vous remercie pour toutes vos interventions, et j'aimerais bien que l'année prochaine, si je suis la dernière à parler, du coup, déjà je remercie le conseil départemental, France Active, Start-up de territoire, tout ça, qui m'ont donné la chance de devenir une femme entrepreneur alors que je ne venais pas de ce milieu. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce qui a été dit. Ce qui serait super, c'est de faire des tables rondes aussi sur l'entrepreneuriat pour les personnes fils ou filles d'ouvriers. Voilà, le contexte dans lequel on est, c'est quand même hyper important, et voilà, c'est l'encouragement, que ce soit dans l'ESS ou dans d'autres domaines. Quand on nous a jamais dit qu'en fait on pouvait être chef d'entreprise, c'est pas naturel. Et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait des structures en fait qui nous accompagnent. Moi, j'en serais jamais là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des structures qui m'avaient accompagné, des réseaux. Et on n'a pas parlé des conjoints ou conjointes et de la famille qui nous aident beaucoup, qui nous disent oui, en fait tu peux le faire. Moi, j'aurais pas un conjoint qui me dit vas-y, je m'occuperai des enfants pendant que tu gères l'entreprise, il n'y a pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage et bravo. Je profite de rebondir sur ce que vous évoquez sur nos histoires personnelles, parce que c'est intéressant de savoir d'où on vient à ce niveau-là. Moi, j'ai pas du tout un univers entrepreneurial autour de moi. Mère fonctionnaire, père qui était chef de chantier, donc pour des grands groupes, donc pas du tout indépendant. C'était très loin de ma nature, et je pense que si c'est pas du tout quelque chose que j'aurais pu envisager au démarrage de ma carrière, et même le faire il y a 3 ans, perdre la sécurité financière d'un salaire qui tombe tous les mois, même si moi j'ai beaucoup bougé, donc la sécurité elle est très aléatoire quand on est dans une entreprise. Mais il n'empêche que on n'a pas à se poser la question. Quand on est entrepreneur, seul au démarrage ou à plusieurs, on se pose la question de son salaire, de celui de son équipe, des membres de son équipe. Donc c'est un vrai sujet. C'est quand on n'a pas du tout ce mindset, c'est très très dur. Et il y a beaucoup de, comme disaient les coachs, de croyances limitantes qui sont pas que des croyances, qui sont aussi des réalités. Donc ça c'est compliqué. Donc ça c'était pour partager mon témoignage sur ça, et aussi dire qu'effectivement il faut avoir le bon partenaire de vie pour que ce ne soit pas un frein à son envie d'essayer, parce qu'on est quand même dans une culture où à la différence des États-Unis, comme ça a pu être évoqué, chez nous, échouer, c'est échouer. Aux États-Unis, échouer, ça veut dire qu'on a essayé. Alors, ok, la sociologue va corriger. Voilà. Mais il y a quand même cette culture de tenter, d'oser et de se dire, nous, on se dit, si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a des raisons. Et puis, alors je caricature, je crois que c'est très, mais là-bas, c'est si on l'a pas fait, c'est qu'on doit essayer. Enfin, on pourrait être les premiers à tenter. Donc cette culture de l'échec aussi, je pense qu'il faudrait la développer en France dès l'enfance, comme étant quelque chose d'apprenant, et qu'on grandit au travers de ça. Si d'autres veulent partager sur leur parcours familial sur l'entrepreneuriat. Oui, moi je dirais que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est la cellule familiale, elle est très importante. Sincèrement, je ne sais pas comment les parents solos peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bravo à eux. Moi personnellement, c'est un travail d'équipe, quoi. Je suis seule associée dans mon entreprise, mais n'empêche que mon conjoint me soutient à plein d'échelles. Il me soutient financièrement parce que quand on se lance au début, on n'a pas de salaire ou très peu. Et puis il y a les creux de la vague aussi. Donc parfois on a du salaire puis on en a moins. Surtout qu'on est souvent les premiers à enlever notre salaire pour le donner à nos salariés. Donc ouais, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce qui est assez beau, enfin moi ce que j'aime et ce qui me fait continuer aussi, c'est que donc j'ai
j'ai commencé, enfin, j'ai lancé mon entreprise. Mes enfants étaient vraiment en bas âge. Aujourd'hui, ils ont bien grandi et ils sont impliqués, ils sont très fiers. Mon fils me like sur Insta. Non, vraiment, c'est un projet familial et ouais, c'est très agréable, mais c'est surtout très important d'être soutenu par son entourage. C'est vraiment très important, ouais. Juste pour répondre à Aurélie, donc moi j'ai entrepris tardivement. Je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Je viens d'un milieu ouvrier. Mon papa était ouvrier, ma maman mère au foyer, une fratrie de 4 enfants. J'ai vraiment bénéficié de l'ascenseur social. Et donc, j'ai passé ma carrière professionnelle avant à pouvoir jouir de cette ascension sociale, hein, et donc d'essayer de me mettre à niveau. Et j'ai plutôt bien gagné ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise. Je gagne, j'ai divisé mon salaire par 3 et ça va très bien comme ça. Et j'en suis très heureuse. Parce que je cherche autre chose. Donc, il faut aussi savoir quel est le moteur qui pousse à entreprendre et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on pose à plat tous les critères et qu'on accepte que certains sont remplis, certains ne sont plus forcément des critères prioritaires. Et c'est ça qui est chouette quand on peut décider de son parcours, c'est de prendre le temps de poser les choses à plat et de savoir ce qui nous pousse à entreprendre. Séverine, merci. Je pique le micro de l'autre table. Alors moi, merci. Ça fait écho parce que mes premières recherches sont sur le soutien du conjoint à l'entrepreneuriat féminin. C'est mon jouet, quoi. Donc là, évidemment, ça fait. Alors, je vous rappelle simplement que on est entre nous. Je suppose que si on est là, c'est qu'on appartient au même groupe social. Vous parliez des femmes qui sont solo, qui sont mamans toutes seules. Il y a énormément de travaux et en particulier, quand on pense notamment aux femmes en Afrique, la plupart du temps en Afrique subsaharienne, ce sont des femmes qui créent toutes seules, mais qui généralement alors elles sont pas lesbiennes, donc il n'y a pas de maman, mais il n'y a pas de papa non plus parce que papa il s'est barré, voilà. Pour la plupart, elles créent des fois des très très grosses boîtes, mais ne pas oublier qu'elles soutiennent de la communauté. Donc tout dépend. En gros, oui, le conjoint, c'est important dans nos familles nucléaires, en particulier / en France, en particulier / en Europe. J'ai voulu refaire la même étude au Maghreb. Je me suis cassé les dents parce qu'il y avait la maman, il y avait la belle-mère, il y avait le frère, la sœur. Enfin bref, il y avait plein de monde, quoi. Moi, je me retournais, je regardais ma propre famille. Je suis toute seule. Et puis dans les familles aisées, on disait excuse-moi, mais j'ai le jardinier, j'ai la jardinière, j'ai la cuisinière, etc. Bon, voilà. Après, pour répondre à la question, oui, vous ouvrez une énorme brèche sur les recherches. Il faudrait travailler essentiellement sur comment vous pourriez faire un objet de recherche. Vous allez bien nous accorder un entretien. Il faudrait travailler justement sur comment, comment faire, parce qu'on a quand même une responsabilité sociétale. Si on considère que, ce qui d'ailleurs les chiffres le montrent, qu'il y a une sorte de reproduction sociale à l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on fait supporter l'économie de demain, quelle que soit la nature d'ailleurs de l'entrepreneuriat, sur des épaules de personnes qui sont issues d'une démarche entrepreneuriale. Et là, vous voyez bien qu'il y a un petit problème, parce que ça veut dire que ceux qui sont fils d'entrepreneurs, ça veut dire qu'ils sont condamnés à être entrepreneurs. Et des fois, tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'a peut-être pas envie de l'être, il y a des coups de la vie, etc. Donc si on enlève tous ces gens-là, cette sélection que j'appellerais naturelle, en gros, ça veut dire qu'on fait resupporter à l'économie de demain, on a moins de personnes à la base, quoi. Donc il y a tout un enjeu là-dessus. Et effectivement, c'est le gros du sujet.
Et quand vous regardez les programmes de BPI, les startups, les programmes French Tech Tremplin, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours. En tout cas, sur le monde de l'entrepreneuriat des startups, ça ne fonctionne pas. Alors je suis désolée, je catégorise de manière très classique, hein, et je m'en excuse par ailleurs, hein, ça fonctionne mieux sur l'auto-entrepreneuriat. Mais est-ce que c'est bien de dire, ouais, tu vas créer ta boîte, tu vas être auto-entrepreneur? Je vous rappelle, une femme auto-entrepreneur en France, c'est un chiffre d'affaires. Pour Bouge ta boîte, on a dû presque mentir sur les chiffres. C'était en dessous de 1 500 € de chiffre d'affaires par mois, c'était 800 € par mois. Est-ce que vous pouvez vivre avec un chiffre d'affaires de 800 € par mois et vous générer un truc qui vous permet de vivre? Non. Donc, quelque part, c'est criminel d'aller enlever là-dessus. Donc, oui, effectivement, il y a un sujet sociétal et merci de le poser. Merci beaucoup. On comprend bien, en tout cas, à travers vos témoignages et votre analyse, que l'entrepreneuriat au féminin implique de repenser la façon dont on finance, la façon dont on construit les projets, dont on les réfléchit. Je voulais encore une fois vous remercier toutes les quatre pour la qualité des échanges et la richesse de vos analyses et de vos témoignages. Merci également à vous pour votre présence et pour votre attention ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée.